la parole. Chères autorités, voilà, chers invités en vos rangs, titres et grades, c'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour répondre à ces questions qui nous sont posées. Donc, par rapport à la question qui concerne les zones qui sont les plus vulnérables, qui sont les mieux documentées et celles qui sont sous-documentées ici au Sénégal, je vais rejoindre les propos du professeur Ndiaye en déjà énonçant le littoral comme zone très bien documentée. Nous allons penser déjà à Saint-Louis, où nous faisons notre rencontre aujourd'hui, qui couvre 80% de l'érosion côtière. Donc cette zone, en raison de l'érosion côtière, produit constamment une documentation scientifique et les données sont très dynamiques au niveau de Saint-Louis. Il y a Dakar aussi en raison des inondations qui sont notées. Elles touchent d'ailleurs près de 300 000 personnes par an. Et donc, il y a énormément de données qui sont produites par rapport à Dakar. On va penser aussi à la vallée du fleuve Sénégal. En raison de ces dynamiques pluviométriques, il y a énormément de données pluviales et agricoles qui sont constamment produites. Et également le bassin arachidier, en raison de ces dynamiques, on va dire, pluviales qui font qu'on étudie constamment cette zone. Voilà. À côté, il y a des zones, naturellement, ici au Sénégal, qui ne sont pas très bien documentées. On va penser aux zones périurbaines. Là, on va parler des zones comme Kormassar, Sangalkam, Bambilor, qui sont, disons, entre le rural et l'urbain. Ce sont des zones qui sont particulièrement à l'afflux entre la pression foncière et climatique. Et disons qu'il y a aujourd'hui une très grande vulnérabilité des populations face à l'inondation, à la chaleur. Donc, elle couvre environ 50% de la croissance urbaine. Et il est important d'étudier la dynamique des changements climatiques et d'avoir des données récentes par rapport à ces zones. Également, les espaces pastoraux sont bien documentés, certes, mais par rapport aux dynamiques migratoires et climatiques, il faut, disons, actualiser les données parce qu'il n'y a pas beaucoup de données référencées par rapport au Ferlo et au Sahel précisément. Donc il y a les mangroves, les autres écosystèmes pluviaux. On va penser au bras du Sine Saloum et disons, voilà, les écosystèmes. Voilà, il y a beaucoup d'écosystèmes, d'espaces socio-écologiques qui ne sont pas bien documentés. Donc en bref, par rapport à cette question, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de données actualisées par rapport au littoral, qui est bien étudié en raison de l'érosion côtière, mais les espaces où la vulnérabilité climatique se crée quotidiennement ne sont pas très bien documentés. Et il serait important, au niveau de là, d'avoir comme défi de mieux étudier ces zones-là. Voilà. Donc par rapport à la planification territoriale, la recherche climatique y participe. Elle y participe très bien. On va dire que ça permet d'anticiper les risques au niveau national grâce, disons, à la cartographie des inondations, au repérage des zones qui sont inondées. Il y a des modélisations hydrologiques qui sont aujourd'hui faites aussi, qui permettent d'anticiper le manque d'eau, le gap d'eau, voilà, ici, en raison du changement climatique. Et voilà, la recherche climatique aussi permet une planification territoriale. Parce qu'aujourd'hui, grâce à cette recherche, on peut effectivement connaître les zones où il faut installer des infrastructures et où il faut aujourd'hui lutter contre certaines zones pour permettre de réduire les vulnérabilités locales et nationales. Donc, vraiment, la recherche climatique joue un rôle important au niveau de la planification.
Donc pour la résilience, on va dire que les données, la recherche climatique permet la résilience sur deux plans. Le premier plan, naturellement, va constituer la documentation. Il y a beaucoup de documents aujourd'hui qui sont là pour expliquer les stratégies locales développées pour lutter contre les changements climatiques. On va penser là au mécanisme de migration saisonnière. Donc, on comprend à travers la recherche climatique et la documentation pourquoi les gens migrent. Quelles sont les périodes? Quand est-ce que les gens migrent? Pour pouvoir, disons, savoir voilà, comment ces gens s'adaptent au changement climatique. Il y a également d'autres mécanismes comme l'agriculture climato-intelligente qui est très documentée. Voilà. Et la recherche climatique aujourd'hui permet de comprendre ces mécanismes. Un autre axe, le professeur Tandian l'a souligné, elle permet vraiment d'étudier les vulnérabilités différenciées. Les femmes aujourd'hui sont très exposées à la recherche aux problèmes liés au changement climatique. On sait par exemple qu'elles produisent environ 50%, elles assurent 50% de la production vivrière annuelle, mais elles sont très vulnérables parce qu'elles accèdent beaucoup plus difficilement aux terres agricoles. Donc il est important aujourd'hui, d'après la recherche climatique, de les mettre en première ligne. Elles ne doivent pas être un chapitre dans la résilience, mais elles doivent être une ligne de mire. Donc être, disons, le vecteur de cette résilience et des stratégies d'adaptation. Par rapport, on va dire, à la question qui va toucher, disons, les données qui sont le plus mobilisées, le professeur Ndiaye en a parlé. Aujourd'hui, on utilise deux données, voilà, étant donné les accords signés au Sénégal. On utilise des données internationales qui sont produites par la Banque mondiale, l'IPC, la FAO, etc. Et ces données permettent une vision globale. Voilà. On se base dessus pour faire les politiques nationales. Mais aussi, des données nationales sont utilisées. On va penser par là aux données produites par des observatoires comme l'OSM, l'Observatoire sénégalais des migrations, les chercheurs, les universités. Donc ces données aujourd'hui sont utilisées, mais faiblement mobilisées. Elles sont dominées par les données internationales. Et le défi à ce niveau est de mieux utiliser ces données nationales. Parce que les données internationales, étant exactes, elles sont très bien, elles sont exactes, mais elles ne pourront jamais remplacer des données nationales qui sont beaucoup plus précises. Une résilience climatique aujourd'hui, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit basée sur des réalités locales. Et c'est un péché, disons, dans nos politiques, il faut le dire, malheureusement. Il faut penser à intégrer nos données locales au niveau des stratégies nationales. Donc, des pistes, on va en proposer, des pistes de solutions. On va penser à 3 pistes. Déjà, créer des plateformes d'échange continu entre décideurs politiques, chercheurs, pour pouvoir analyser ensemble les données, les interpréter et créer des outils et des stratégies d'adaptation efficaces en adéquation avec les réalités climatiques. Il faut aussi penser à financer la recherche climatique. Cette recherche a des données actualisées et dynamiques sur le long terme qui vont permettre de voir en temps réel ce qui se passe au niveau national et pouvoir prendre des solutions adaptées en temps donné. Voilà. Une troisième stratégie sera peut-être, on va penser à la création une plateforme unique d'échange et de partage de données. Parce qu'on va le dire, en Afrique, il y a un problème d'accessibilité de données. Donc des chercheurs galèrent parfois pour trouver certaines données pour pouvoir faire des études exactes. Il est important aujourd'hui de pallier à cela et de leur donner des données, de leur donner toutes les données que les ministères et autres puissent, disons, communiquer avec eux à travers une plateforme pour qu'aujourd'hui, ils produisent des politiques en adéquation avec les réalités locales. Donc, de notre propos, on va dire que les données existent, la science est là. Voilà, elles sont créées par la NACIM, elles sont créées par plusieurs institutions au niveau local.
mais elles ne sont pas du tout appliquées aux réalités locales, malheureusement. Donc, la science, elle informe, mais ce qui est important, c'est de transformer. Et ce sont les politiques publiques qui vont transformer. Il est important aujourd'hui, en notre sens, de faire une cohésion entre ces deux secteurs afin de garantir une résilience durable et sur le long terme, disons, face aux vulnérabilités climatiques qui sont notées. Voilà, c'est notre avis par rapport à ces questions, M. Sow. Merci beaucoup de nous avoir donné la parole.